Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la 1 de ce 20h. De nouveaux ministres-gouverneurs ont été nommés ce vendredi. Le décret de leur nomination signé par le président de la République, Alassane Ouattara, a été publié aujourd'hui. Le nombre de districts autonomes passe de 2 à 14. Le ministre secrétaire général de la présidence, Abdrahmane Cissé, dévoile la liste dans ce 20h. Le Premier ministre Patrick Hachi rend visite au nouveau président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Le successeur de l'imam Mamadou Traoré a été officiellement investi président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire le 12 juin dernier. Le dossier vide ici de ce 20h porte sur le Hajj 2021. Le pèlerinage musulman sera limité à 60 000 résidents sur le territoire saoudien à cause du Covid-19. Les 10 000 candidats ivoiriens sont désemparés après un premier échec l'année dernière dû au coronavirus. Les opérateurs économiques aussi, mais on garde l'espoir et on s'en remet à Dieu. Le groupe djihadiste Boko Haram confirme la mort de son leader historique, Aboubakar Shekau. Il a perdu la vie lors de combats avec le groupe rival État islamique en Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite par Sahaba, le nouveau chef présumé de Boko Haram, dans une vidéo. Et cette annonce vient confirmer les rumeurs donnant Shekau pour mort depuis le mois de mai. Et soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a signé ce vendredi un décret de nomination des ministres-gouverneurs. Le nombre de districts autonomes passe de 2 à 14 désormais. Et la politique de décentralisation et du développement local se renforce en vue d'un suivi et d'une bonne exécution des programmes et des projets. Le ministre secrétaire général de la présidence, Abdrahmane Cissé, dévoile maintenant la liste des districts autonomes et des ministres-gouverneurs. Nous l'écoutons. Communiqué de la présidence de la République. Suite à la création de 12 nouveaux districts autonomes par décret numéro 2021-276 du 9 juin 2021, en plus de ceux d'Abidjan et de Yamoussoukro, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 18 juin 2021 à la signature d'un décret de nomination des ministres-gouverneurs des districts autonomes. Ainsi sont nommés ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, M. Philippe Légré, ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, M. Pascal Abina Kwaku, ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, M. Gaoussou Touré, ministre-gouverneur du district autonome du Godibois, M. Louis-André Dakori Tablé, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, Madame Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes, M. Vincent Loès, ministre-gouverneur du district autonome des Montagnes, M. Albert Flindé, ministre-gouverneur du district autonome du Sassandra Maraoué, M. Mathieu Babo Daré, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, M. Issa Koulibaly, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, M. Jean-Claude Kwasi, ministre-gouverneur du district autonome du Worouba, M. Moussa Dosso, ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, M. Souleymane Touré, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Mambé Begré, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Abdoulaye Thiam Oufoué, fait à Abidjan le vendredi 18 juin 2021.
Voilà en tout 14 ministres gouverneurs. Le nombre de districts autonomes passe de 2 à 14 désormais. Notre reporter Mama Traoré fait maintenant le décryptage de la composition de ce nouveau district. On suit ensemble. En plus des capitales politiques et économiques que sont Yamoussoukro et Abidjan, les 31 autres régions du pays sont désormais reparties en 12 districts autonomes. Le district autonome est un véritable pôle de développement local, regroupant au moins 2 régions. Il obéit dans son fonctionnement à la fois aux règles de la déconcentration et de la décentralisation. La création du district autonome vise à renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination, l'évaluation, ainsi que le suivi de la bonne exécution des programmes et des projets de développement pour le bien-être de nos compatriotes. Faisons connaissance avec ces 12 nouveaux districts autonomes. Celui d'Idelac aura pour chef-lieu la ville de Dembokro et sera constitué des régions du Nzi, du Ifou, du Bélier et du Moronou. Toujours au centre du pays, retrouvons le district autonome de la vallée du Bandama et son chef-lieu Boaké. Ce district cumule les régions de Gbeke et du Hambol. Le district autonome de la Komoé regroupe les régions de l'Indéné-du-Ablin et du Sud-Komoé avec pour chef-lieu Abengourou. Le nord du pays est désormais subdivisé en 3 districts autonomes, celui des Savanes, du Denguélé et du Woroba. Celui des Savanes est composé des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Korogo en est le chef-lieu. Le district autonome du Denguélé est formé des régions du Kabadougou et du Folon, avec Odiéné pour capitale. Le district autonome du Woroba est fort des régions du Béré, du Bafing et du Worodougou, avec Séguéla pour chef-lieu. L'ouest et le centre-ouest du pays sont désormais représentés par 3 districts autonomes, celui des montagnes composé des régions du Tonkpi, du Guémon et du Cavali avec la ville de Mans pour chef-lieu. Les régions du Go et du Lodjibois forment désormais le district autonome du Godjibois. La cité de Gagnoa en est la capitale. Et le district autonome du Sassandra-Maraoué, regroupant les régions du Haut-Sassandra et de la Maraoué avec Daloa comme chef-lieu. Plus à l'est, la ville de Bondoukou est le chef-lieu du district autonome du Zanzan, constitué des régions du Bonkani et du Gontougou. Au sud, on retrouve 2 autres districts autonomes, outre celui d'Abidjan. Il s'agit du district autonome des Lagunes, formé des régions de l'Agnébi-Tiassa, de Lamé et des Grands Ponts, avec la ville de Dabou comme chef-lieu. Le district autonome du Bas-Sassandra regroupe quant à lui les régions de la Nawa, de San Pedro et du Boclé. La deuxième ville portuaire du pays, San Pedro, en est la capitale. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur les districts autonomes qui passent de 2 à 14 désormais en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi rend visite au nouveau président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Le successeur de l'imam Mamadou Traoré a été officiellement investi président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire le 12 juin dernier. Explication détaillée avec Alexis Ouedraogo. Patrick Achi à la résidence du nouveau patron du COSIM. Ce vendredi, le chef du gouvernement a tenu à rendre visite aux guides religieux pour un moment d'échange. Toute la communauté des imams en Côte d'Ivoire et toute la communauté musulmane sont très honorés par cette visite, surtout par l'humilité de M. le Premier ministre qui s'est déplacé jusqu'à notre domicile modeste. Et nous lui avons dit que nous sommes prêts à l'accompagner et accompagner son gouvernement par nos prières, surtout par nos prières. La raison d'être des religieux, c'est de prier. Nous avons aussi félicité M. le Premier ministre et son équipe pour les efforts qui sont déployés à travers la Côte d'Ivoire pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Nous avons félicité M. le Premier ministre et nous l'avons assuré de nos ferventes prières. Le Premier ministre n'a pas manqué de renouveler ses condoléances à la communauté musulmane pour le rappel à Dieu de ses précédents guides religieux. La tradition veut que lorsqu'un nouveau Premier ministre prend fonction,
il puisse rendre visite à un certain nombre d'institutions importantes dans le fonctionnement du pays et de la nation, en particulier les institutions religieuses. C'est dans ce cadre-là qu'il y a quelques semaines, lorsque j'ai été nommé, j'ai rendu visite à son éminence le cardinal, avec qui nous avons échangé des civilités. Et j'ai joint également par la suite le cheikh Ousmane Diakité pour que nous puissions donc nous voir et que je lui fasse mes visites de civilité et de courtoisie. Je lui ai dit toutes mes félicitations pour avoir été choisi. Le connaissant déjà auparavant, j'ai été rassuré parce que ses qualités humaines, sa sagesse, son calme, sa discrétion, son ouverture d'esprit m'ont rassuré sur le fait que nous étions le pays, mais également la communauté musulmane en de bonnes mains. J'ai également traduit au cheikh les félicitations que le président avait déjà faites, mais également tous les sentiments de gratitude pour les nombreuses prières qu'ils font, non seulement pour son Excellence le Président de la République, mais également pour la Côte d'Ivoire tout entière. C'est le samedi dernier que le cheikh Alaïmaï Ousmane Diakité a été investi nouveau président du COSIM. Et les prières accompagnent également le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui réfléchit à une stratégie nationale d'intégration des enfants et des structures islamiques dans le système éducatif formel. 330 000 enfants sont ciblés. La ministre Mariatou Kone vient de présider justement une réunion pour la mise en œuvre de ce programme d'intégration. Le financement de cette stratégie est estimé à plus de 31 milliards de francs CFA, nous rapporte Walter Amadou Ouattara. Asma Aka fait partie des 1 600 000 enfants du pays en âge d'aller à l'école, mais qui demeurent hors du système scolaire formel. Elle lit ici un plaidoyer pour intégrer l'école conventionnelle. À quand la reconnaissance de nos écoles et qui nous font sans ambiguïté pour être des citoyens utiles à notre religion et à notre nation. Tenue à Abidjan au plateau, cette rencontre, pilotée par l'UNICEF et l'Union européenne, se penche sur la préoccupation de la jeune Asma. À travers la stratégie nationale d'intégration des enfants, des structures islamiques d'éducation dans le système éducatif formel. Des présentations ont permis de mettre en lumière l'état des lieux et le besoin en financement de ce programme qui cible l'intégration de 300 000 enfants à l'école conventionnelle. C'est pourquoi j'appelle à la communauté des bailleurs et des partenaires techniques et financiers pour mobiliser les ressources nécessaires. On parle des milliers d'écoles, on parle de réintégration des enfants à l'échelle des millions, donc c'est énorme. Et ça coûte plus que 31 milliards francs CFA. Le représentant du président du COSIM a affirmé l'adhésion du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques à cette stratégie nationale d'intégration des enfants des structures islamiques dans le système éducatif formel. Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, insiste sur l'offre équitable de l'instruction. Je voudrais lancer un appel à la communauté musulmane et aux guides religieux musulmans. Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous aider pour l'intégration des structures islamiques dans le système formel d'éducation au nom de l'équité et au nom de la politique d'inclusion du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, 3000 écoles islamiques sont classées non reconnues par l'État. Et on en arrive à notre dossier vide ici des suivantes qui porte aujourd'hui sur le Hajj 2021. Le pèlerinage musulman aura lieu cette année, sauf qu'il sera limité à 60 000 résidents sur le territoire saoudien à cause du Covid-19. Comme les autres pays, la Côte d'Ivoire est affectée par cette décision. Les 10 000 candidats ivoiriens sont désemparés après un premier échec l'année dernière dû, vous le savez très bien, au coronavirus. Les opérateurs économiques subissent d'énormes pertes économiques, mais on garde l'espoir et
On s'en remet à Dieu. Mama Traoré décrypte la situation dans le dossier Vidici. Tout était prévu pour que le premier vol transportant les candidats ivoiriens au pèlerinage musulman décolle d'Abidjan pour l'Arabie Saoudite le 25 juin prochain. Hélas, ce vol prendra encore une année de retard suite à la décision prise le 12 juin dernier par les autorités saoudiennes de limiter le Hajj 2021 à seulement 60 000 candidats pèlerins résidant sur le territoire saoudien. C'est vraiment regrettable pour nous tous. Nous avions l'espoir que, quel que soit le nombre, certains de nos compatriotes pourraient participer au Hajj cette année. Mais la nouvelle du 12 juin nous a tous surpris. Surpris car l'espoir était pourtant nourri, surtout que les frontières saoudiennes s'étaient ouvertes aux convois ivoiriens partis effectuer le petit pèlerinage lors du dernier mois de Ramadan. Surpris également parce que la partie ivoirienne s'attelait à conformer ses candidats aux critères initialement édictés par l'Arabie Saoudite pour le pèlerinage 2021. Il fallait pour chaque pèlerin être âgé de 18 à 60 ans, ne pas souffrir de maladies chroniques et avoir reçu les 2 doses du vaccin contre la Covid-19. Par la voix de la Direction générale des cultes, le gouvernement ivoirien prend acte de la décision des autorités saoudiennes, une décision motivée par le risque de propagation de la Covid-19, dans le sens où chaque session du pèlerinage en Terre Sainte mobilise en moyenne 2 millions de personnes. Inscrits en 2020, les 10 000 pèlerins ivoiriens devront encore attendre au call center du commissariat du Hajj. Chaque appel entrant est synonyme de préoccupation posée. Le remplacement, ce n'est pas possible. C'est possible. C'est possible? Oui, oui. Donc, quelles sont les procédures pour pouvoir nous faire rembourser dans le cas où nous voudrions que vous remboursez mon argent? D'accord. Ce qu'on va faire, vous allez vous rendre au commissariat du Hajj. D'accord. Et nous vous donnerons la procédure à suivre. Pour les candidats déjà inscrits, pas de souci à se faire. Ils restent prioritaires pour le prochain Hajj. Ce n'est pas la seule mesure prise par la Direction générale des cultes afin de rassurer les futurs pèlerins. La possibilité de rembourser les frais d'inscription à ceux qui le souhaiteraient. La prise en charge des consultations médicales pré-pèlerinage des candidats inscrits en 2020 et qui ont été invités en 2021 par le commissariat du Hajj à reprendre les dites consultations. La possibilité de remplacer des candidats décédés ou en situation de handicap selon les conditions arrêtées par le comité de surveillance. Accomplir le Hajj est un des 5 piliers de l'islam. Tout croyant musulman disposant de moyens financiers et physiques est tenu de se conformer à cette prescription du Saint-Coran. Des conditions que remplit Seydou Diao. Il fait partie des 3000 personnes désireuses d'effectuer ce voyage saint par les soins des agents spécialisés. Loin d'être abattu, Seydou prend avec foi la décision des autorités saoudiennes. Nous sommes des croyants. Le véritable croyant, c'est patienter et être endurant dans l'épreuve. Quand on est croyant, ce n'est pas seulement les bonnes choses, c'est aussi les épreuves. Quand vous avez les épreuves, vous devez patienter et prier Allah pour qu'Allah facilite. Moi, je veux partir. Remboursement, ce n'est pas l'argent qui compte. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'est rien. Tout est dans la main de Dieu. La décision de ne pas se faire rembourser est en quelque sorte une bonne nouvelle pour le gérant de l'agence. Pour autant, son entreprise qui tire l'essentiel de ses revenus d'un voyage cultuel en Terre Sainte d'Arabie Saoudite s'apprête à vivre une 2e année de galère. Compte tenu de la pandémie, le quota a été revu à la baisse, passé de 390 à 226 pèlerins pour l'année 2021. Maintenant, le coût du Hajj dans notre agence est de 3 850 000 pour chaque pèlerin. Vraiment, pour nous, c'est une lourde charge pour nous parce que plus de 2 ans, pas d'activité. Et quand c'est comme ça aussi, il y a les charges internes aussi qui sont là. Il y a la pression aussi des pèlerins, la pression aussi des parents des pèlerins, c'est un peu compliqué. La situation est quasi préoccupante pour la vingtaine d'agences exerçant dans ce secteur. Leur fédération lance un cri de cœur. Notre fédération, la FASATSI, regroupe 21 agences et sociétés confondues opérant dans le domaine du Hajj. Et aujourd'hui, avec le report du Hajj dans ces 2 éditions,
nous avons subi un préjudice énorme qui peut s'estimer à des centaines de millions. Outre les pertes économiques, le business des agences privées du Hadj génère 160 emplois directs et 1500 emplois indirects. Voilà, Hadj 2021, pèlerins et opérateurs économiques s'en remettent à Dieu. C'était le dossier VDC signé Mahama Traoré. Vous n'avez pas encore reçu votre nouvelle carte nationale d'identité. Vous résidez à Yopougon et bien n'attendez plus. Depuis lundi, l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI procède à la distribution massive de la nouvelle carte d'identité aux populations de Yopougon. Une opération qui se déroule concomitamment avec le retrait des cartes biométriques dans les centres dédiés. Sidonie Davila. L'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI à pied d'œuvre pour une distribution massive des nouvelles cartes d'identité. Pendant 3 jours, du lundi au mercredi dernier, le complexe de Yopougon Gessi Jackson a servi de cadre pour une opération spéciale à la grande satisfaction des populations. Il a égaré mon récépissé. Donc il me suis dit que ce n'était pas possible de retirer aujourd'hui, mais je suis venu, ça a été facile pour moi de retirer. Ils m'ont demandé ma pièce d'identité. Ça me rend heureux. Ça fait 11 ans que je cours derrière la carte. Donc aujourd'hui, c'est ma plus grande journée, ma plus grande joie dans ma vie qu'elle a. À côté des personnes qui sont heureuses d'avoir reçu leur carte d'identité, celles qui le sont moins. Je suis venu voir si ils pouvaient avoir pour moi. Ils n'ont pas pu retrouver. Hier, j'étais là, ce matin, je suis là, ils ont cherché, ils n'ont pas pu retrouver, puisque je n'ai pas reçu de messages. Au cours de cette opération massive de distribution des cartes d'identité, un traitement de faveur est fait aux malades et aux femmes mariées. Oui, ça me fait plaisir, surtout que j'ai déposé. On m'a appelé pour me remettre ma carte. Je suis là depuis 8 heures. J'étais non seulement dans l'autre rang là-bas, on m'a dit que les épouses sont de l'autre côté ici. Je suis venue depuis... Je suis là jusqu'à 11h, il est presque midi. Pourtant, je n'ai pas fait la cuisine pour mes enfants. Je suis venue depuis 7h. Il n'y a pas de suite, on ne nous dit rien, on dit on ne voit pas. L'opération était dédiée seulement à ceux qui recevaient des SMS. Bon, les choses faisant, d'autres épouses se sont présentées à nous sans avoir reçu de message. On leur a fait comprendre que c'était seulement ceux qui étaient concernés par les SMS. Elles ont voulu patienter, on leur a fait comprendre, mais elles n'ont pas voulu partir. Donc voilà. C'est seulement elles qui ne sont pas satisfaites, je dirais. Selon le premier responsable de l'ONESI, Yopougon est la première étape d'une longue série de distribution massive de la carte d'identité. Ici, ça nous donne l'occasion de venir en renfort à cette distribution qui s'effectue dans nos centres afin de pouvoir satisfaire le maximum de populations en un temps record. Nous constatons un engouement des populations pour le retrait des cartes, ce qui est d'ailleurs très satisfaisant. Nous allons démultiplier ce type d'opération sur tout le territoire national. Au cours de cette phase pilote, plus de 4000 cartes ont été retirées dans la plus grande commune d'Abidjan. Et nous partons maintenant pour Yamoussoukro, où les experts de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, du Mali, du Burkina Faso et de notre pays sont en réunion. Ils évaluent dans le cadre du programme économique et régional FAIR le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et d'aménagement du corridor Abidjan-Ouagadougou-Bamako. Jean-Jacques Kwami. 1200 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. À cela, il faut ajouter l'aménagement des corridors Abidjan-Ouagadougou-Bamako. Ces infrastructures lancées par la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali, sous la supervision de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, avancent. Le taux d'exécution des travaux, selon l'UEMOA, est au-dessus de la moyenne. En termes de travaux, c'est principalement en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a 2 tronçons qui sont en travaux. Il y a la section Yamoussoukro-Tibissou qui tourne autour de 75-80%. Et il y a le tronçon Tibissou-Bouaké. Maintenant, en ce qui concerne les études, ça concerne tous les États. On a un niveau d'exécution aujourd'hui qui est autour de 85%. C'est pour avoir une idée précise de l'état d'avancement des travaux, la mobilisation des financements et trouver des solutions au blocage que se tient depuis ce mercredi à Yamoussoukro une réunion des experts du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de l'UEMOA, ainsi que des partenaires techniques et financiers du comité technique de suivi du projet. Projet dont les avantages sont énormes pour les 3 pays concernés. Nous sommes un organe de construction de l'intégration régionale. Ce projet est un instrument d'intégration régionale qui permet le contact des personnes et surtout la réalisation des affaires. Donc, transport de marchandises, transport de personnes, transport de tout ce qui est nécessaire pour que les activités économiques des 3 États
soit boostée, soit améliorée du fait de la qualité des infrastructures offertes pour que ces échanges puissent se faire. En marge des travaux, la délégation va visiter les chantiers des postes de contrôle juxtaposés à la frontière nord entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, précisément au village de l'Alreba dans le département de Ferkessédougou. Et on s'interroge à quand la fin des travaux de prolongement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Tiébissou. Ce vendredi 18 juin, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Ahmed Kofi Kwaku, s'est rendu sur le chantier pour apprécier l'état d'avancement des travaux. Il a fixé la date de livraison de l'infrastructure à fin septembre prochain, un délai qui sera tenu, nous rapporte Léon Bro. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier en plein contrôle qualité sur la section autoroutière en construction entre Yamoussoukro et Tiébissou. Couche de fondation et de bitume, ouvrage et points critiques le long des 37 km passés à la loupe. Question pour Ahmed Kwaku de s'assurer du respect des normes. À défaut, rappeler à l'ordre l'entreprise, elle qui s'engage à tenir le délai de livraison de l'infrastructure fixé à fin septembre 2021. Nous avons vraiment mis les moyens nécessaires, que ce soit personnel et humain, que ce soit l'augmentation des heures de travail, que ce soit le renforcement des ateliers de la mise en œuvre pour respecter les rendements journaliers prévus. En plus que ça, les deux PDG des entreprises sont bien conscients que c'est un projet important. Ils ont pris l'initiative de se déplacer ici sur chantier pour mettre à notre disposition tous les moyens nécessaires pour assurer la continuité des travaux et l'achèvement définitif de ces travaux dans les délais déjà prévus. Fin septembre 2021, délai de livraison de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou non négociable selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. L'infrastructure en effet doit booster le trafic entre le nord et le sud ivoirien, mais aussi et surtout entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland. Cette séance de travail, donc pour opérer les réglages pour la tenue de ce délai. Les phases qui restent sont les phases de revêtement, c'est-à-dire mettre le goudron lui-même. Donc des phases qui ne sont pas très difficiles à faire. Et comme le président de la République et le Premier ministre insistent pour que les chantiers soient livrés dans les délais, nous sommes venus donc inciter l'entreprise, leur dire que la date de septembre 2021, qui est la date limite pour les 48 mois, c'est une date qui doit être tenue. Et si on résilie ce marché aujourd'hui, on va avoir encore des délais plus longs. Nous avons mis en place des procédures pour faire un suivi régulier de sorte que ces délais-là soient tenus. Démarrée en octobre 2017 pour 24 mois, la construction de l'autoroute section Yamoussoukro-Tiébissou a subi plusieurs prolongements pour atteindre 48 mois. Les travaux estimés à 81 milliards de francs CFA sont réalisés à 76%. Travaux routiers, ouvrages d'art, passerelles, passages piétons et travaux annexes compris. Et ça bouge aussi très bien au ministère de l'Hydraulique. Le ministère vient justement de remettre 20 camions citernes à l'ONEP pour la distribution d'eau potable dans les ménages. C'est un investissement qui a coûté à l'État de Côte d'Ivoire plus d'1 milliard de francs CFA. Le ministre Laurent Tchagba a annoncé la livraison de 15 autres camions citernes à l'Office national de l'eau potable. Le gouvernement bénéficie du financement de la Banque mondiale pour cette action. Didier Nguessan. 20 camions-citernes de 20 000 litres chacun. C'est la réponse immédiate de l'État de Côte d'Ivoire qui, à travers le ministère de l'Hydraulique, met à la disposition de l'Office national de l'eau potable, ONEP, ces engins roulants. De quoi soulager les populations des communes de Yopougon, Anyama et Abobo des difficultés d'accès à l'eau potable rencontrées ces derniers mois. Ça vient vraiment atténuer notre souffrance et nous disons un grand merci à Monsieur le Président et à Monsieur le Ministre vraiment qui est passé dans notre commune et dans notre sous-quartier et qui nous a promis vraiment faire quelque chose. Et aujourd'hui nous sommes là et on nous présente ces camions, vraiment c'est un grand merci. Les responsables de l'ONEP réceptionnent les clés de 3 de ces camions des mains du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Nous prenons l'engagement d'en faire un bon usage et de faire en sorte que les bruits de casseroles et autres ustensiles de cuisine, symbole du mécontentement de nos mères et de nos filles du fait du manque d'eau, s'arrêtent à jamais. C'est le lieu de présenter nos excuses aux populations vivant dans les quartiers qui ont été victimes de pénurie d'eau, leur causant des désagréments. Mais également, je voudrais leur dire merci pour la patience qu'elles ont pu observer
surtout après le passage de M. le ministre de l'Hydraulique. Le gouvernement met 20 camions à notre disposition. Mais comme la Cour, vous voyez, on ne peut pas mettre 20 camions ici. Nous donnons symboliquement 3 camions. Voilà. Mais le gouvernement a fait des démarches auprès de la Banque mondiale pour que la Banque mondiale puisse nous appuyer sur cet aspect. Et la Banque mondiale s'apprête à mettre à notre disposition 15 camions, ce qui nous permettra d'avoir un premier temps 35 camions. À raison d'un baril par ménage, chaque camion peut servir 100 familles en une seule rotation. L'objectif du ministère de l'Hydraulique est d'avoir au moins un camion-citerne par région. Après la levée de corps hier à Abidjan de Monseigneur Bruno Kwame, il a été porté en terre au sein de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengoro. Plusieurs personnalités politiques, religieuses et cadres ont effectué le déplacement afin d'assister à cette cérémonie d'adieu. Je rappelle que l'évêque émérite d'Abengoro, Monseigneur Bruno Kwame, est décédé le 17 mai dernier à Bouaké. C'est ici, à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengoro, que Monseigneur Bruno Kwame repose à jamais sur la terre où il a servi Dieu pendant 2 décennies. Moment de prière et de recueillement, la communauté religieuse catholique a adressé des prières au Saint-Père afin qu'il l'accueille dans son paradis céleste. C'est un baobab de la foi qui est couché. Il a tant apporté, non seulement à l'église du diocèse d'Abengoro, mais à l'église de Côte d'Ivoire. C'est un homme passionné de Dieu et passionné des hommes. Pour cette ultime séparation, parents, collègues, amis et connaissances ont effectué nombreux le déplacement, parmi lesquels le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, l'ex-première dame Henriette Konan-Bédier, le gouverneur du district d'Abidjan et bien d'autres personnalités. Nous sommes tristes, mais même s'il a âgé, parce que c'est un grand prêtre que j'ai connu moi-même, je suis marié à Benguirou, dont il a été évêque ici. Donc c'est la tristesse, mais c'est avec joie que je viens d'assister à cette messe. Et il le méritait, parce que ça a été un grand prêtre, quelqu'un de très généreux. Je l'ai connu, je dois vous dire que c'était un monsieur agréable à vivre. C'est ce que je retiens de lui. Que je connais depuis mon adolescence, était vraiment un homme de foi, de paix, d'amour. Né le 16 décembre 1927 à Anoumaba dans le département de Mbato, Monseigneur Bruno Kwame a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 8 juillet 1956 à Ouida au Bénin. Et c'était le reportage d'Herman Niamien. On retrouve toujours les manches au plan sanitaire contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. Voyons les chiffres du jour en Côte d'Ivoire. Restons vigilants, le coronavirus continue de circuler. Ce vendredi 18 juin, de nombre en Côte d'Ivoire, 34 cas positifs sur 2865 échantillons prélevés, soit 1,2% de cas positifs, 20 nouvelles guérisons et un décès malheureusement enregistré ce jour, 334 cas actifs, 722 073 personnes se sont faites vacciner. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres. Le groupe djihadiste Boko Haram confirme la mort de son leader historique, Aboubakar Shekau. Il a perdu la vie lors de combats avec le groupe rival État islamique en Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite par Bakoura Modou Di Sahaba, le nouveau chef présumé de Boko Haram, dans une vidéo. Cette annonce vient confirmer ainsi les rumeurs donnant Shekau pour mort. Depuis le mois de mai, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest est né en 2016 d'une scission avec Boko Haram, auquel il reproche notamment des meurtres de civils. Ce groupe multiplie les attaques contre l'armée nigériane dans le nord-est du pays. Vous l'avez très bien compris, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Il a été supervisé par Hervé Blé, réalisé par Mariette Alangba. Merci à toute l'équipe technique, surtout à vous de continuer à nous suivre à travers le monde. Très belle soirée. À 23h, vous avez rendez-vous avec Abdoulaye Koné. Prenez soin de vous.